Ces deux bonhommes qu'on voit qui ont l'air quand même très fiers, c'est Bruce Timm et Paul Dini qui en 1992 vont créer un personnage original pour leur série télévisée Batman The Animated Series. Il s'agit d'un personnage qui était loin d'être prévu pour durer puisqu'à la base elle devait apparaître pour le temps d'un épisode, mais pourtant son apparition a permis à la création d'une des plus grandes relations de l'histoire du monde super-héroïque, voire même de la fiction en général. Harley Quinn. La popularité de ce personnage va faire qu'elle va revenir dans d'autres épisodes, mais pourtant, l'idée de créer une petite amie au Joker ne faisait pas du tout l'unanimité, considérant que cela pouvait évidemment rendre le personnage un peu plus doux et moins chaotique. Sauf qu'il s'est révélé au fur et à mesure des épisodes que la relation entre le Joker et Harley Quinn prenait une tournure qui a surpris même les scénaristes. Sa relation avec Harley est évidemment très compliquée. Je ne pourrais pas vous dire honnêtement quels sont les vrais sentiments du Joker pour elle, mais il y a eu des moments où il semblait lui porter de l'affection, ou du moins il utilisait cette prétendue affection comme un moyen de la contrôler. Cela a définitivement apporté au Joker des dimensions différentes de celles que nous avions anticipées. C'est comme ça que finalement Bruce Timm et Paul Dini vont avoir l'idée de raconter une origin story au personnage, avec la volonté derrière de parler d'un sujet, enfin deux sujets importants. La dépendance, la manipulation, l'obsession et les relations d'emprise. Ils voulaient créer une histoire dramatique autour d'Harley Quinn et ayant tous deux connu une amie ayant été enfermée dans une relation toxique, ils ont décidé de construire un récit qui puisse aborder ces sujets-là. Sauf qu'il y a un petit souci, ce sont des sujets lourds et les retranscrire en 94 sur la Fox dans une émission tout public pouvait être assez touchy. Donc le choix de l'écrire en bande dessinée va permettre une plus grande liberté. C'est ainsi que naîtra un comics qui sera considéré comme un classique des comics Batman, qui quelques années plus tard aura droit, cette fois-ci, à son adaptation sur petit écran. La relation entre le Joker et Harley est en fait très loin d'une histoire d'amour, loin du romantisme qu'on essaie de coller à ce couple mythique, qui a eu droit à son adaptation, certes discutable, avec Joker Folie à 2. Pour cette occasion, je vous propose de plonger avec moi dans les tréfonds de cette relation entre le Joker et Harley Quinn, afin de comprendre quelle est la véritable nature de celle-ci, et pourquoi parfois cette histoire-là peut mettre en lumière un message qui est quand même beaucoup plus intéressant que celui où on les dépeint comme un couple amoureux complètement crazy, complètement taré, wouh, c'est des déglingos ou quoi? Je fais un peu d'humour pour l'instant parce qu'après ça va être beaucoup plus compliqué d'en faire par la suite. Bon, allez, générique. Pour appuyer mes propos, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Harley Quinn qui est sans doute la plus importante, mais également la toute première origin story du personnage. Celle-ci est retranscrite dans 7 BD qui, au-delà de l'esthétique cartoon de la série d'animation Batman, est en réalité un contraste de quelque chose de beaucoup plus sombre, important et grave. Un mal qui est toujours présent dans notre société. Ce comics, c'est Batman Adventure Mad Love, sorti en 1994. L'histoire nous introduit Harleen Quinzel, une jeune femme aux apparences calmes et sérieuses, mais à la personnalité tout de même extravertie. Si elle veut quelque chose, elle l'obtiendra, et ce, qu'importe ce qu'elle doit faire. On le comprend assez vite, notamment lorsqu'elle échouera des examens à sa fac apparemment prestigieuse de psychologie, et que pour réussir, j'ai horreur d'avoir à prononcer cette phrase parce que selon moi elle véhicule un stéréotype pas foufou, mais néanmoins c'est ce qui se passe, elle utilisera ses charmes pour remonter ses notes et ainsi arriver à ses fins. C'est en obtenant un stage à l'asile d'Arkham qu'elle rencontrera un monstre en cage. Le même qui allait se jouer d'elle et qui allait ainsi nourrir l'attirance qu'elle peut avoir pour les personnalités extrêmes. Alors oui, de base, Harleen, même si elle a cette attirance-là, elle venait très clairement pas dans le but de pécho le Joker, mais dans celui d'écrire un billet qui pourrait susciter de l'engouement. Bah oui, Harleen, elle a très bien compris que le true crime, ça rapporte. Le Joker, la voyant pénétrer face à sa cellule, a déjà des idées derrière la tête. Quant à elle, elle sait déjà qu'elle a trouvé en un regard la personne qui allait être la muse qu'elle recherchait pour écrire sa chronique. Cette évidence-là va très vite prendre une nouvelle facette lorsqu'en rentrant chez elle le soir même, Harleen va tomber nez à nez avec un vase posé sur son bureau, contenant une rose, mais surtout une étiquette, signée par un certain J. Passez me voir un de ces jours. Le Joker a déjà entamé son plan et n'est pas étonné lorsque le lendemain, Harleen revient avec ce bout de papier, lui demandant comment celui-ci a pu se retrouver chez elle. C'est moi qui l'y ai déposé. Cela intéresserait les gardes de savoir que vous êtes sorti de votre cellule. Si vous aviez l'intention de marchander, vous l'auriez fait depuis longtemps.
Au fur et à mesure de la discussion, le Joker saura exactement quel mot utiliser pour piquer l'intérêt d'Arlene. Comme ça, elle pourra devenir sa psy, celle qui pourra écouter les lourds secrets enfouis du prince clown du crime, une occasion qu'elle ne pouvait pas refuser, mais qui, contre toute attente, prendra des proportions beaucoup plus importantes que prévu. J racontera son enfance, une enfance marquée par les abus physiques et psychologiques d'un père alcoolique, sur un pauvre enfant qui, lui, ne cherchait qu'à faire de son mieux. Une évolution dans la vie marquée d'injustice pour une pauvre personne qui n'a jamais voulu faire plus que mettre des sourires sur les visages. En bref, le Joker va construire tout un récit, avec les bonnes formulations, les bons mots et la bonne attitude. C'est mêmes qui vont pousser Arlene à prendre trop à cœur son patient et son état. Après tout, Joker, au final, n'était rien d'autre qu'un grand enfant blessé et confus, à qui la vie n'a jamais fait de cadeau, si ce n'est des empoisonnés. Empoisonné par la présence d'événements dramatiques et d'une chauve-souris, celle qui a détruit sa vie. Harley tombe peu à peu amoureuse de son patient. Puis un jour, On l'a attrapé. le Joker s'échappe d'Arkham, commettra plusieurs meurtres, mais malgré ça, c'était trop tard pour Arlene qui est tombée dans le piège de Mr. G, qu'elle retrouvera lorsque Batman ramènera celui-ci, salement amoché, à l'asile d'Arkham. Le voir dans cet état mettra Harley hors d'elle. Une fois de plus, personne n'essayait de comprendre le Joker. On préfère le tabasser puis le jeter entre les barreaux d'une cage. C'est trop pour Arlene. Elle veut l'aider et pour ça, elle ira acheter plusieurs déguisements en référence à une phrase que lui avait dite le Joker. Et petite, j'aime bien ce qu'on raconte sur vous. Et j'aime aussi votre nom, Harley Quinn seul. En le retravaillant un petit peu, ça ferait Harley Quinn. Arlene, dévouée à l'homme qui a su trouver les mots qu'elle avait besoin d'entendre à des moments compliqués, va aider définitivement le Joker à s'évader. Et ainsi, elle portera et finalisera la construction établie par le clown. Il avait réussi à créer de toutes pièces Harley Quinn. Et alors qu'elle imagine un avenir radieux avec son amour, c'est au final tout autre chose qui va se passer. Harley, dévouée, ne va pas vivre le grand amour tant espéré, et va être dans une permanente recherche de son attention et de son affection. Ce qui dérangera le Joker qui va commencer à porter des actes violents à son encontre. Physiquement en la repoussant violemment, mais également verbalement. Il va même aller jusqu'à un moment donné, lorsqu'il en aura vraiment marre d'elle, la mettre violemment à la porte, de nuit. La réaction d'Harley à tout ça va être certes de se plaindre sur la situation, mais aussi de rejeter la faute sur le fait qu'elle est folle alliée, et surtout sur Batman qui depuis le début est la cause de tous les maux pour sa relation. Dans cette même ruelle, elle va alors avoir une idée, se débarrasser elle-même de Batman une bonne fois pour toutes. Elle lui tendra un piège l'amenant à être suspendue au-dessus de Piranha, avec une corde qui descend peu à peu vers les poissons cannibales afin de le tuer. Sauf que pendant la discussion entre le justicier et Harley, celui-ci va tout simplement lui dire la réalité. Le Joker l'utilise, et ce depuis le début. Il ne l'aime pas, elle lui est juste utile, lui révélant que les secrets qu'il lui a révélés sur son enfance ne sont rien d'autre qu'une partie d'un de ses nombreux scénarios qu'il a inventés pour mentir sur son passé. Quinn refuse d'entendre cette réalité et va pour le tuer. Sauf que si elle le tue, les piranhas ne vont laisser aucune preuve. Ils vont laisser que des bouts de chair, de peau, de tissu, mais ça ne sera pas suffisant pour convaincre le Joker de la réelle mort de la chauve-souris de Gotham. Harley va donc appeler le Joker en lui disant qu'elle a Batman. Sauf que ça va pas du tout avoir l'effet escompté. Il va devenir fou de rage à l'idée de savoir qu'Harley est sur le point de réaliser ce qu'il souhaite réaliser depuis des années. Son ego surdimensionné ne le supporte pas. Il sera alors sur les lieux et va battre violemment sa copine. Il va lui crier dessus et va tout simplement tenter de la tuer en la défenestrant. Quelle est la première réaction d'Harley Quinn gisant dans son propre sang après ça ? C'est ma faute. Elle sera transportée à l'hôpital dans un état alarmant et entendra la suite des événements à la télé. Apparemment, lors d'un affrontement avec Batman, le Joker sera porté disparu et considéré comme probablement mort. C'est à ce moment que Harley sera à l'évidence. C'était une obsession malsaine, il a failli la tuer, et c'était une mauvaise personne. Le pense-t-elle sincèrement ou peut-être essaie-t-elle de se convaincre elle-même ? On aura très vite la réponse lorsqu'elle posera ses yeux sur un mystérieux objet posé sur sa table de nuit. Un vase, avec à l'intérieur une rose soigneusement placée, ainsi qu'une étiquette « Rétablis-toi vite ». Signé G. Harley, face à ce signe de tendresse, retrouve l'amour fou qu'elle a pour le Joker. Et le comic se termine ainsi. Bon,
Alors, même si je pense que vous avez eu des indices pendant tout le long, qu'est-ce qui fait de Mad Love, ce comic qui pourtant a des allures hyper cartoonesques, un épisode si fascinant et essentiel qui permet de comprendre la véritable nature de la relation entre le Joker et Harley Quinn. Bruce Timm, un des deux auteurs et papa d'Harley Quinn, parle d'une amie qu'il a en commun avec l'autre auteur de la bande dessinée, qui vivait une relation particulièrement toxique. Une relation qu'il met lui-même en comparaison avec celle qu'ils ont imaginée pour le Joker et Harley. Et en ayant ça en tête, même si l'œuvre est tout de même assez équivoque dans l'ensemble du message qu'elle apporte, c'est important, je trouve, de se pencher sur des concepts qu'elle met en avant, car les lecteurs ont pu remarquer des similitudes avec des comportements courants qu'on peut rencontrer dans les relations d'emprise dans la vraie vie, en mettant l'accent sur la dépendance affective dont semble souffrir Harley, une dépendance créée et entretenue par de la manipulation dont le Joker use durant tout le récit. Mais ce qui a été remarqué plus précisément, c'est qu'en fait, le comics Mad Love, et donc l'origin story initiale d'Harley Quinn, est en réalité un reflet clair d'un schéma appelé le cycle de l'abus. Une personne qui est vraiment codépendante ou dont l'estime de soi est dictée par ce qu'elle pense que les autres pensent d'elle, prendra une miette d'affection et la transformera en un gâteau entier. Ainsi, Harley pourrait renoncer à lui et être très forte, mais s'il n'y a ne serait-ce qu'un soupçon qu'il veut qu'elle revienne ou qu'il s'est amendé, elle y retournera. Voici Léonore Walker, une professeure d'université et psychologue spécialisée notamment en violence domestique. C'est en 1979 qu'elle va établir un schéma. Celui-ci représente les actions répétées sous forme cyclique de comportements abusifs d'un agresseur envers sa victime, l'empêchant donc de quitter la relation. C'est un schéma utilisé notamment pour retranscrire ce que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes peuvent vivre dans des relations toxiques et donc dangereuses. Nous avons une première phase. Cette première étape consiste à la mise en place d'une tension au sein d'un couple. Elle part d'un changement de comportement de la part de l'abuseur. Celui-ci va progressivement troquer les jolis mots, les petites attentions qui ont dans un premier temps attiré la personne avec qui il est, par des petites réflexions, de la moquerie, puis de la colère, des engueulades pour un rien, des insultes, des cris, bref, la situation se dégrade de plus en plus et la victime rentre alors dans une peur un peu constante de mal faire. Elle va chercher à justifier les actes de son compagnon, ou alors peut à son tour cultiver de la colère alimentée d'une part par une incompréhension de la situation. Bref, plein de choses qui donnent beaucoup l'impression à la victime de marcher sur des œufs, pour reprendre l'expression la plus citée expliquant cette première phase. Pour rester sur le cas de Joker et Harley Quinn et de pourquoi cette relation-là est un reflet du cycle de l'abus, revenons sur Mad Love. Le récit démarre avec un plan machiavélique imaginé par Harley et mis en place par le duo. Piéger le commissaire Gordon en simulant un faux rendez-vous chez le dentiste afin qu'une fois isolé dans le cabinet médical, ceux-ci puissent le torturer et donc le tuer. Pas très gentil. Sauf que le plan échouera. Évidemment, on se doute que le Joker, même si 90% de ses plans tournent mal, n'est pas très content et la faute va retomber sur Harley. Les reproches vont s'accentuer et passer de la distance à des cris, des insultes et du dénigrement. Vient ensuite la deuxième phase de ce cycle, l'explosion ou l'incident. À partir de là, on entre dans un nouvel aspect violent. Le rapport de force s'accentue et il n'y a plus aucune limite. Les violences verbales se transforment en violences physiques et on est au summum. La victime peut être véritablement en danger. À ce moment, la victime essaie de raisonner l'agresseur, parfois en allant elle-même jusqu'à accepter les abus physiques par amour, entre guillemets, bien sûr. En réalité, c'est plus par emprise, on est d'accord. Pour Mad Love, cette phase démarre réellement lorsque Harley décide de tuer Batman de ses mains. La colère du Joker est à son paroxysme. Il va battre Harley jusqu'à la défenestration. Elle, à ce moment-là, va, comme de nombreuses victimes, être en mode « je me barre, c'est trop, maintenant c'est fini ». Sauf que comme de nombreuses victimes aussi, coincées dans ce cycle abusif, elle va vite revenir sur cette décision quand la troisième phase va s'enclencher. Cette troisième phase, c'est la lune de miel. Après avoir explosé, l'agresseur va commencer à éprouver, ou du moins prétendre éprouver, des remords. Il se sent mal et va chercher à se faire pardonner d'avoir agi ainsi. C'est comme ça que la victime va finalement revenir sur le choix de partir. Elle va revoir la personne qu'elle a aimée, et ce pourquoi elle a aimé. C'est le retour des petites attentions, des jolis mots, de l'affection portée. Sauf que c'est un cycle, ça n'a pas de fin. Quelque chose amènera de nouveau l'agresseur à remettre en place volontairement ou non la phase 1, qui est celle de la construction d'une tension constante, jusqu'à la deuxième, l'explosion. Cette phase-là, dans Mad Love, est représentée d'une façon que je trouve personnellement géniale, à la fois pour illustrer la période, mais également pour illustrer le fait que c'est un cycle.
et que ça marque juste à nouveau le début d'un calme avant un recommencement. Revenons au début de l'histoire. Harley Quinn reçoit cette rose avec ce mot, la toute première attention que le Joker a portée à sa victime. C'est un signe d'intérêt doublé d'un beau symbole, celui d'un romantisme illustré par la rose. Après la défenestration, le Joker entame la lune de miel. En revenant avec de bonnes intentions pour se faire pardonner, il va donc offrir à Harley de l'attention et de la considération, ainsi que les signes d'affection qu'elle cherche depuis le début du récit, en lui montrant que la personne qu'elle aime est toujours là, en réutilisant le procédé de la rose et du mot, ravivant un souvenir puissant d'émotion. C'est avec ce genre de récit et de dynamique que pour moi la relation Joker-Harley prend tout son sens. Elle n'est pas une simple relation méchant vue et revue malgré l'image qu'on peut en avoir, non, elle est là pour mettre en avant quelque chose. Et ce, dès la première origin story. Le Joker n'est pas un être aimant. Il est l'incarnation du chaos, du mal et de l'horreur. En créant le personnage d'Harley Quinn, Bruce Timm avait peur que ça allège le Joker, que ça le rende plus lisse, plus gentil. Mais sauf que c'est en réalité tout le contraire qui s'est passé. Ils lui ont apporté un mal supplémentaire, un mal bien commun puisque les violences entre partenaires intimes fait partie des violences les plus courantes de notre époque. Et ce, tout autour du globe. Et avoir toute une relation basée sur des schémas réels de violence, ça permet de faire parler de ce genre de choses et de les mettre en évidence avec la réalité. Et c'est d'autant plus important quand c'est dans un univers aussi lucratif que celui de Batman, qui est sans doute l'univers de super-héros le plus connu à travers le monde. Maintenant, imaginez un remake de cette histoire, en live action par exemple. Un film parlant d'abus psychologiques, de manipulation, de relations d'emprise, d'une personne qui est victime de la monstruosité d'un homme qui a su se glisser dans ses failles pour la remodeler à sa façon et la pousser au pire des vices. C'est un film qui pourrait avoir un message fort. Et c'est un film en plus qui serait cohérent à l'univers choquant et brut du premier volet Joker de 2019. Mais ils ne l'ont pas fait, voilà, je vais péter un plomb contre ce film qui, même si on n'est pas là pour en faire une petite critique, est quand même vide de tout intérêt, comme le personnage d'Harley Quinn d'ailleurs. C'est dommage parce qu'ils avaient totalement l'opportunité de remettre au goût du jour cette facette de la relation en allant plus loin et en poussant à la réflexion sur le sujet. Il s'agissait d'une nouvelle itération du personnage, bien loin de celle haute en couleur incarnée par Margot Robbie, le tout dans une suite d'une œuvre qui a déjà mis les pieds dans le plat en traitant de nombreuses problématiques sociétales, des maladies mentales et d'autres sujets profonds. Ça aurait pu être une superbe occasion de traiter d'un sujet forcément choquant, mais qui à mon goût devrait être plus dépeint dans la culture populaire, pour justement débloquer un peu plus la parole sur ça, et mettre en avant que oui, ça existe, et ça existe beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Mais bref, ce n'est pas grave, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, vous connaissez la chanson, n'hésitez surtout pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune prochaine vidéo. Il y a du lourd qui arrive, donc je vous conseille tout simplement de le faire. En tout cas, moi, d'ici la prochaine, je peux que vous dire à bientôt sur Chronique pour de nouvelles chroniques. Ciao. Nous sommes le 24 février 2024. La police de Glasgow, en Écosse, reçoit un appel. À l'autre bout du fil se trouve un parent, sur les nerfs, un parent parmi tant d'autres, victime d'une arnaque, après avoir payé pour assister à un spectacle inspiré de l'univers de Charlie et la chocolaterie. Un spectacle et un endroit qui se voulait comme